Salut, moi c'est Geoffrey de chez Ça compte pour moi et bienvenue sur la rubrique, l'endroit parfait pour les entrepreneurs, là où je vulgarise notamment toutes les notions autour de la gestion d'entreprise, je vous donne des astuces pour mieux entreprendre votre activité. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le fameux LMNP, la location meublée non professionnelle, avec les différents changements qui ont eu lieu suite à la loi de finances 2025 qui a bouleversé notamment ce régime fiscal. On fait le point aujourd'hui à travers un menu du jour qui va vous permettre de détailler quels sont les différents changements et savoir si le LMNP est toujours fait pour toi. Au menu du jour, vous le voyez aujourd'hui à travers la diapo, c'est déjà de faire un petit topo sur le régime fiscal LMNP. Quel est ce régime fiscal et de savoir comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir la fiscalité du LMNP durant l'exploitation, donc tout au long de la vie du LMNP de votre bien que vous allez mettre en location meublée. Et ensuite, on va avoir la fiscalité à la revente parce qu'il y a eu aussi pas mal de changements. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Ensuite, on va parler de la TVA parce qu'effectivement, le LMNP et TVA peuvent être deux notions qui vont de pair et beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas, mais vous pouvez être soumis à TVA, notamment si vous faites de la location meublée à courte durée. On verra donc les conditions et on verra aussi les moyens d'y échapper. Et au final, on va aussi évoquer d'autres changements à prendre en compte un peu pêle-mêle pour savoir quelles sont toute la réglementation autour du LMNP et quels sont les changements que tu dois savoir pour faire cet investissement locatif. Donc commençons avec les bases du LMNP et faisons un petit état des lieux de ce régime-là. Ce régime-là concerne tout investissement locatif que tu vas faire seul pour de la location meublée. Donc tu le vois à travers la diapo, c'est vraiment les notions qui sont en couleur. Donc là, nous on s'attarde donc sur le LMNP qui est donc le loueur meublé non professionnel. C'est une entreprise individuelle. Sache que tu peux aussi investir à plusieurs à travers le système d'indivision. On va pas s'attarder sur ce cas-là bien précis, mais sache que c'est possible. La location doit bien entendu être à destination d'habitation, donc pas de local professionnel ou commerciaux. Là, on parle vraiment d'habitation pour la destination finale du bien. Et la location doit être, bien entendu, meublée. Forcément, sinon le nom n'irait pas bien avec le régime. La fiscalité du LMNP, donc, est à travers deux choses. À travers la durée d'exploitation du bien, c'est-à-dire pendant toutes les années, tu vas percevoir donc, des revenus chaque année, donc sur laquelle va s'appliquer une fiscalité, et ensuite tu vas avoir la fiscalité à la revente, notamment si tu fais une plus-value. Et on va voir ensemble donc du coup quels sont les impacts du avant-après loi de finances 2025. Commençons donc avec la fiscalité durant l'exploitation. Sache qu'en France, tu es imposé sur les revenus que tu perçois. L'administration fiscale te laisse, dans le cas du LMNP, deux choix, le régime micro et le régime réel. Si tu as déjà créé ton LMNP et que tu ne sais pas du tout quel régime tu as choisi, tu peux te rapprocher de ton SIE, de ton service des impôts des entreprises, le plus proche de l'adresse de ton LMNP. Ils pourront te renseigner pour te dire à quel régime, à quelle sauce tu es mangé. La France te demande, pour que tu puisses faire ce choix entre régime micro et régime réel, il te demande donc de créer une entreprise, l'entreprise individuelle dont je t'ai parlé au tout début. Pourquoi faire le choix justement entre ce régime micro et régime réel? Ça va avoir un impact sur les informations que tu vas donner à l'administration fiscale. Forcément, la France, vu que tu es imposé sur tes revenus, elle attend que tu lui donnes des informations. Ces informations donc diffèrent selon le régime que tu choisis. Le régime micro, qui est le régime le plus simple, fait que tu n'as juste à déclarer ton chiffre d'affaires, donc les loyers que tu encaisses à travers ton LMNP, et tu vas appliquer un abattement. Cet abattement va différer, on va le voir juste après, selon le type de location que tu vas faire. Ça va avoir un impact notamment si tu fais de la courte durée ou de la longue durée. On va voir juste après. Loyer moins abattement égale ton revenu imposable. Ce revenu, il est imposé dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. En ce moment, je tourne cette vidéo en pleine période d'IRPP, de déclaration de revenus personnels. Tu as sûrement dû recevoir ce fameux courrier avec la Marianne en tête d'affiche qui te donne des sueurs froides, ou ce fameux mail en te disant de déclarer tes revenus. Et bien, parmi les revenus que tu vas devoir déclarer, il y a celui du LMNP dans les catégories BIC. Donc en fait, comment ça marche? Tu vas avoir donc tes salaires, tu vas avoir tes BIC, tu vas avoir tes revenus fonciers, tu vas avoir tes revenus capitaux immobiliers éventuellement. Tu additionnes tous ces revenus-là, tu vas les imposer à un barème d'impôt sur le revenu qui est un barème progressif que tu vois là, qui va de 0% jusqu'à 45%. Donc ça, c'est pour le régime micro. Pas besoin de tenir de comptabilité, juste tu dois déclarer ton chiffre d'affaires selon la périodicité que tu as choisie et bien entendu faire la déclaration d'impôt à la fin en déclarant le chiffre d'affaires total. L'autre régime, le régime réel, qui est en général celui qui est choisi par les entrepreneurs qui veulent faire du LMNP parce qu'il est en général plus intéressant, c'est les loyers moins les charges
réels, comme son nom l'indique, qui vont te permettre donc de calculer réellement ce que tu as eu comme charge, dépenses à travers l'activité de location meublée. Pourquoi en général ces entrepreneurs choisissent le régime réel? Parce que les charges réelles peuvent être en règle générale plus fortes que tes loyers et donc du coup te retrouver avec une fiscalité qui est égale à zéro parce que tes loyers sont moins importants que tes charges, donc ton revenu imposable est soit négatif soit égal à zéro et donc forcément tu ne vas pas payer d'impôt sur quelque chose qui est négatif ou égal à zéro. Donc c'est pour ce pourquoi la plupart des personnes choisissent ce fameux régime réel. On va le voir justement après à travers la notion de l'amortissement qui est l'enjeu clé du LMNP aujourd'hui. On passe au niveau de la fiscalité du régime micro. Donc le régime micro, je te l'ai dit, c'est loyer moins l'abattement. Et cet abattement a un pourcentage qui va différer selon si tu fais de la location longue durée ou de la location courte durée non classée et classée. Le classement se fait selon si tu demandes à un organisme tiers de voir ton LMNP classé par un organisme de tourisme pour te donner une certaine visibilité et te donner un certain avantage. Fiscal, tu le vois justement ici. Sur cette diapo-là, je t'ai donné deux informations. C'est déjà les seuils de chiffre d'affaires que tu dois faire au maximum pour bénéficier du régime micro. Donc là, pas de changement pour la longue durée, parce qu'on reste sur un chiffre d'affaires qui ne doit pas dépasser 77 700 € en 2025, comparé en 2024, il n'y a pas de changement. Pareil pour l'abattement, donc qui reste à 50%. Donc par exemple, tu fais 10 000 € de loyer, tu as un abattement de 50%, tu n'es donc imposé que sur 5 000 € des loyers que tu as perçus. Donc ça reste quand même avantageux sur le papier, mais comme je t'ai dit, cet abattement peut être dépassé par les charges réelles du régime réel, qu'on verra juste après. Sur la courte durée non classée, là par contre il y a un gros impact, donc maintenant la courte durée non classée, le régime micro est quasiment, voire même le même que celui des revenus fonciers. Je t'ai parlé tout au début, les revenus fonciers, c'est si tu fais de la location venue par exemple. Donc là on est sur un chiffre d'affaires qui ne doit pas dépasser 15 000 €, l'abattement n'est plus de 50%, mais il est de 30%. Donc ce qui fait que, même cas d'exemple, 10 000 € de loyer, tu vas être imposé non plus sur les 5 000 €, mais tu vas être imposé sur 7 000 € parce que tu n'as qu'un abattement de 30%. Dernier volet, au niveau de la courte durée classée, là aussi il y a un abaissement du seuil, ce qui fait qu'il est moins accessible avec un seuil qui est passé de 180 700 € à 77 700 €, ce qui fait que si tu dépasses ce chiffre d'affaires, tu ne peux plus bénéficier du régime micro et tu vas devoir automatiquement basculer sur le régime réel. Au niveau de l'abattement, il y a aussi un impact qui est assez fort parce qu'avant tu pouvais bénéficier d'un abattement de 71%, maintenant il a été réduit à 50%. Donc là, on a vu donc le régime micro, on s'attarde maintenant au régime réel. Le régime réel, là aussi, il y a trois volets. Tu vas avoir le régime LMNP, loueur meublé non professionnel, qui fiscalement et socialement n'est pas considéré comme professionnel parce que tu as des chiffres d'affaires, donc des loyers, charges comprises, qui sont inférieurs à 23 000 €. Tu n'as pas de cotisation URSSAF sur ce que tu perçois, donc ça reste du non professionnel aussi aux yeux de l'URSSAF. Au niveau du déficit, c'est-à-dire que si tes charges sont supérieures à ton loyer, tu vas faire donc un déficit, mais sache que ce déficit-là, tu vas pouvoir l'imputer sur les potentiels bénéfices de ton LMNP futur, et ce, pendant 10 ans. Au-delà de 10 ans, malheureusement, tu perds donc ces déficits, ils sont perdus, tu ne pourras plus en bénéficier. Ces déficits vont pouvoir donc, pour te donner un exemple, si tu fais 5 000 € de déficit sur l'année 2025 et qu'en 2026 tu fais 15 000 € de bénéfices, et bien tu vas pouvoir imputer ces 5 000 € de déficit sur tes 15 000 € de bénéfices en 2026. Ce qui fait que tu vas avoir une fiscalité sur 10 000 € au lieu de 15 000. Donc ça reste avantageux, à condition que tu ne le perdes pas au bout de 10 ans, bien entendu. À la revente, on est sur une plus-value des particuliers qui a des règles fiscales qui lui sont propres. On va voir après, parce que c'est un régime qui est quand même assez intéressant, le régime des plus-values particuliers, avec des abattements pour durée détention, des possibilités de majorer le prix d'achat aussi pour réduire la base imposable sur laquelle se calcule la plus-value. Donc ça, c'est au niveau du LMNP. Le LMNP peut être considéré fiscalement comme non professionnel, mais par contre socialement comme professionnel. Ça, c'est notamment les cas des locations meublées courte durée uniquement, qui vont dépasser 23 000 € charges comprises de chiffre d'affaires, et ce nombre de loyers, ce chiffre d'affaires que tu perçois, reste quand même en deçà de tes autres revenus. Donc par exemple, tu touches 30 000 € de loyer à travers ton LMNP, si par contre tu as 50 000 € de salaire à côté, ce n'est pas ta source de revenus principale, donc tu n'es pas considéré comme ce qui est marqué tout à droite LMP, tu es considéré comme LMNP cotisant à l'URSSAF, c'est-à-dire non professionnel aux yeux des impôts, mais professionnel aux yeux de l'URSSAF. Quel est l'impact de ce volet-là? C'est que tu vas devoir cotiser à l'URSSAF
Alors selon des bases, alors il y a plusieurs régimes, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est assez compliqué, mais tu vas cotiser en fait à l'URSSAF selon une base que tu vas devoir calculer et donc tu vas payer des cotisations URSSAF sur cette activité-là. Au niveau des déficits et au niveau de la revente, comme je t'ai dit, fiscalement, rien ne bouge parce que tu es toujours considéré comme non professionnel. Là, il va y avoir un changement au niveau du LMP parce que là, tu es considéré professionnellement aux yeux des impôts et aux yeux de l'URSSAF. Donc du coup, tu vas cotiser à l'URSSAF, mais aussi tu vas avoir un impact au niveau des déficits et à la revente. Comme tu peux le voir au niveau des déficits, là par contre c'est plus avantageux si tu es LMP parce que là ça va s'imputer sur la totalité de tes revenus et pas uniquement le bénéfice de ton LMNP. Donc si tu as un déficit par exemple toujours de 5 000 € en 2025 et que tu as des salaires comme je t'ai dit de 50 000 € à côté, et bien tu vas pouvoir imputer ces 5 000 € de déficit de ton LMP sur donc les 50 000 € de tes salaires, ce qui fait que tu es imposé uniquement sur 45 000 €. Donc ça fait drastiquement, en règle générale, baisser la note fiscale. Par contre, l'inconvénient, on va dire, de ce déficit-là, c'est qu'il n'est imputable non pas sur 10 ans, mais que sur 6 ans. Mais en règle générale, au bout de 6 ans, je pense que si tu as d'autres revenus, tu l'imputes assez facilement dans les 6 ans sans problème. Au niveau de la revente, là, tu vas avoir un autre régime qui va s'appliquer, c'est le régime des plus-values des professionnels qu'on verra juste après. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on va surtout s'attarder sur le régime des plus-values des particuliers parce que c'est là où il y a eu un changement pour notamment le LMNP. Je t'évoquais justement donc pourquoi le régime réel était plus intéressant que le régime micro, c'est que tu peux avoir des charges réelles qui sont plus importantes que ton loyer, notamment grâce à l'amortissement. L'amortissement, c'est la charge de ton bien immobilier. C'est ton bien immobilier, il va coûter une certaine somme, on va donc imputer sur ton bilan, non pas la totalité du bien, parce que ça voudrait dire que tu as un déficit monstrueux la première année, ce qui ne va pas traduire vraiment la réalité des choses, c'est plutôt de dire qu'il y a un usage de ce bien immobilier qui va être traduit par l'amortissement, donc on va lisser ce prix que tu as d'achat de ton bien et on va le lisser dans le temps, qui varie entre 10 et 50 ans selon les composants du bien, parce que le bien va être décomposé en plusieurs structures. Tu vas avoir donc déjà la toiture, la structure qui va être amortie selon des durées qui vont de 10 à 50 ans. Donc ça, c'est pour traduire la réalité des choses. Par exemple, le gros œuvre, c'est-à-dire la structure du bien, va être amortie en général sur une durée plus longue, donc aux alentours de 50 ans pour de l'habitation. Par contre, tout ce qui va être agencement, qui a vocation à être renouvelé pendant la durée de vie de la BNP, en règle générale, on va mettre ça sur des durées un peu plus faibles qui vont de 10 à 20 ans par exemple. Donc ça, c'est pour la fraction de 70 à 85% du bien immobilier que tu as acheté. Pourquoi entre 85 et 70%? Parce que tu as aussi une quote-part du foncier, le terrain, qui elle n'est pas amortissable. Donc par exemple sur un bien de 100 000 €, tu vas avoir une quote-part de 15 à 30% sur la localisation de ton bien, parce que le foncier a une valeur qui est plus importante, notamment sur la région parisienne, comparé à des endroits un peu plus reculés. Donc forcément, cette quote-part de terrain n'est pas amortissable. Pourquoi? Parce que le terrain ne perd pas en soi de valeur comparé à un bien immobilier qui se dégrade au fil du temps. Donc, en règle générale, ton comptable va décomposer ton bien en plusieurs parts, donc la toiture, la structure et le terrain. Le terrain ne sera pas amortissable, donc il ne va pas créer de la charge, il ne va pas baisser l'assiette fiscale de ton bien. Par contre, tout le reste va créer donc un amortissement et je vais te le traduire par un exemple juste après. Notamment, imagine que tu as 900 € donc de loyer par mois, donc ce qui fait 10 800 € par an. Au niveau de tes charges, de tes dépenses, tu vas avoir des charges. Alors là, j'ai pris un exemple notamment des LMNP qu'on a chez nous. On a des charges de copropriété à environ pour 500 € par trimestre, ce qui pourrait donner 2000 € par an. Taxes foncières, assurance, frais bancaires, intérêts d'emprunt, CFE. Tout cela, ça fait à peu près donc 6 300 € de charges. Donc si on fait tes 10 800 moins tes 6 300, tu te retrouves avec un résultat fiscal sans amortissement qui est imposé au barème de 4 500 €. Et ça, c'est sans les amortissements. Grâce au régime réel, tu peux donc passer l'amortissement, donc une fraction du bien que tu as acheté. Et pour un bien de 250 000 €, ça peut aller jusqu'à 9 000 € environ. Hein. C'est vraiment une idée que je te donne. 9 000 €, ça va dépendre notamment donc, de ton bien, de sa localisation, ça va dépendre aussi de la typologie des dépenses qui sont faites de rénovation sur le bien que tu as acheté. Donc en règle générale, on peut calculer des amortissements aux alentours de 9 000 €. Pour être sûr du montant des amortissements, c'est ce pourquoi c'est assez compliqué. Il faut quand même te rapprocher d'un cabinet d'expertise comptable qui pourra vraiment tout te calculer et te donner vraiment une liasse fiscale au propre avec vraiment des données qui sont
vérifiable grâce à des calculs. Donc là, ton fameux résultat fiscal de 4 500 €, si tu imputes 9 000 € de plus de charges, ben forcément tu te retrouves avec un résultat fiscal qui n'est plus positif. Donc tu n'as pas d'imposition sur les loyers que tu perçois, ce qui reste très avantageux. Là, on a parlé donc de toute la fiscalité donc liée à l'exploitation du bien. Maintenant, on va voir la fiscalité à la revente. Donc, quels sont les changements de la loi de finances sur ce volet-là? C'est là où ça fait couler pas mal d'encre. Donc là, on va distinguer donc le LMNP et le LMP. LMP, pas de changement. Par contre, le LMNP, avant, donc ta plus-value, donc la base de calcul de ton impôt, sur ce quoi en fait l'administration fiscale va attendre que tu payes un impôt, c'est le prix d'achat moins le prix de vente. C'est assez simple. Donc par exemple, un bien que tu as vendu 200 000 € et que tu avais acheté 170 000 €, tu te retrouves avec une plus-value de 30 000 €. Et ce, même si tu avais pratiqué des amortissements qui t'ont fait baisser la note chaque année à hauteur de 25 000 €. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les amortissements que tu as passés durant la vie de ton LMNP, il va falloir que tu le réintègres, donc que tu le rajoutes en fait à la plus-value, à la revente. Donc ce qui fait que tu as bénéficié d'avantages fiscaux tout au long des années du LMNP. Par contre, à la fin, tous ces avantages-là, tu vas les contrepasser, tu vas les annuler en fait à travers justement cette plus-value à la revente. Donc là, quels sont les impacts avec le même exemple? 200 000 € prix de vente, 170 000 € de prix d'achat, auquel on va rajouter 25 000 €. Ça ne donne plus donc 30 000 € de plus-value, mais 55 000 € de plus-value. Et ça, donc, ça fait grimper forcément la plus-value à la revente, sachant que cette plus-value, elle est imposée donc à 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça fait à peu près, ça te fait 36,2% d'imposition si tu revends ton bien en LMNP. Attention, par contre, tu peux bénéficier donc d'abattements pour durée de détention. Donc plus tu vas durer, tu vas garder ton bien en LMNP, plus tu vas pouvoir bénéficier d'abattements, donc de pourcentages qui vont réduire ta plus-value. Et donc tu vas te retrouver avec une imposition effective qui n'est plus de 36,2%, mais tu peux même carrément avoir une imposition qui est égale à 0. Et ça, on va le voir juste après à travers les abattements de durée de détention. Attention à savoir au niveau du LMNP, tu as des surtaxes, donc notamment si ta plus-value dépasse 50 000 €. Et cette surtaxe va vite arriver, notamment vu que si tu amortis le bien, tu vas forcément augmenter ta plus-value, donc plus tu vas être concerné par cette surtaxe qui est un taux qui varie selon le montant de la plus-value qui dépasse les 50 000 €. Autre information à prendre en compte, c'est que tu as la possibilité de majorer ton prix d'achat, donc du coup forcément baisser ta plus-value, notamment en gonflant ton prix d'achat de 7,5% pour tout ce qui va être frais d'acquisition, donc notaire, frais d'agence par exemple, ou tu peux faire le choix de prendre le réel si c'est plus important. Attention, ne prends pas le réel si tu l'as déjà imputé sur ton LMNP, parce que forcément, tu ne peux pas l'imputer deux fois. Mais par contre, tu pourras toujours prendre ces 7,5% de manière forfaitaire pour justement augmenter ton prix d'achat et donc du coup réduire la note. Autre point qui te permet de te faire baisser la note, c'est la quote-part de travaux. Les travaux peuvent être déduits au réel s'ils n'ont pas été passés à travers ton LMNP, dans le bilan de ton LMNP, ou alors si tu as détenu le bien plus de 5 ans, tu as une quote-part de 15% que tu peux imputer à ton prix d'achat, ce qui fait qu'au total, ton prix d'achat peut être majoré de 22,5%. Donc c'est quand même assez avantageux. Forcément, l'écart entre ton prix de vente et ton prix d'achat va se réduire, et donc tu vas payer moins d'impôts grâce à ça. Au niveau du LMP, pas de changement, parce qu'en gros, ils ont harmonisé aujourd'hui le régime LMNP au régime LMP, notamment au niveau du calcul de la plus-value. Donc tu te retrouves avec un prix de vente moins le prix d'achat, et les amortissements à rajouter. Donc là, on se retrouve avec exactement la même fiscalité. Comment ça se passe au niveau du LMP? On est au niveau d'une plus-value qu'on va détailler en deux cas, la plus-value à court terme et la plus-value à long terme. La plus-value à court terme, c'est le montant de la plus-value qui correspond au montant des amortissements que tu as pratiqués. Un peu compliqué à comprendre, mais si tu as par exemple une plus-value de 55 000 € et que tu as pratiqué 25 000 € d'amortissement, tu vas avoir une plus-value à court terme de 25 000 €. Donc là, ça va être imposé au barème d'impôt sur le revenu, auquel vont s'ajouter les fameux, donc là, les cotisations sociales, pas les prélèvements sociaux de 17,2, là, c'est des cotisations sociales qui vont s'appliquer. Donc là, faire attention. Au-delà, donc pour la fraction qui va dépasser ces 25 000 €,
Donc là, dans l'exemple, c'est 30 000 euros, 55 moins 25. Là, ça va s'appliquer 30%. Donc tu vas payer 30% d'imposition sur la plus-value à long terme. Sache qu'en LMP, tu as la possibilité de bénéficier d'exonérations donc partielles, voire totales, selon certaines conditions que je ne vais pas détailler parce que c'est quand même assez compliqué. C'est des notions de chiffre d'affaires que tu ne dois pas dépasser et aussi un nombre d'années que tu dois respecter, que tu dois garder au minimum ton LMP pour bénéficier de ces exonérations partielles, voire totales, de plus-value. Donc tu l'as très bien compris, la clé justement suite à ce coup de massue reçu par les propriétaires de LMNP avec l'augmentation de la plus-value, c'est de le détenir plus longtemps le bien. Avant, on était sur des investissements pour en tirer le maximum du bénéfice qui était fixé à 11 ans. Maintenant, on est sur une durée qui va être beaucoup plus longue pour justement amortir à la fois les frais de notaire au début, les frais d'agence, mais également essayer de cumuler un maximum d'abattements pour essayer d'arriver, comme tu le vois sur ce diapo, c'est d'avoir une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans, où tu as 100% d'abattement et donc plus d'impôt sur le revenu. Et si tu veux être exonéré totalement à la fois d'impôt sur le revenu et également de prélèvements sociaux, la date à retenir, c'est 30 ans. Pour rentrer un peu plus dans le détail, donc tu le vois entre 0 et 5 ans, tu n'as pas d'abattement. Donc ce qui fait que tu te retrouves avec les 19 plus les 17,2%, donc un taux d'effectif d'imposition de 36,2%. 4 dates à retenir, disons, en termes de durée d'exploitation du bien. 5 ans, tu commences à avoir les abattements pour durée de détention et en plus, comme je l'ai dit dans les dispositifs juste avant, tu peux avoir le forfait de travaux de 15%, donc c'est un double bénéfice au bout de 5 ans, donc c'est vraiment une année charnière. Tu vas avoir les 15 ans, parce que à partir de 15 ans, on va amortir un peu moins ton bien, en règle générale, hein, bien sûr, ça dépend du plan d'amortissement que tu as fixé avec ton comptable, mais en règle générale, c'est ça, c'est 15 ans. 22 ans, plus d'impôt sur le revenu sur notamment la partie, donc vraiment plus-value, impôt sur le revenu, et après, au bout de 30 ans, exonération des prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que certes, la loi de finances a donné un gros coup de massue, notamment avec cette réintégration des amortissements qui gonfle cette plus-value. Par contre, tu peux le contrebalancer grâce à notamment cette détention longue pour baisser la note fiscale et voire ne pas avoir d'impact au final. Certes, ce sont des durées de détention qui sont assez longues, mais ça reste quand même faisable dans un investissement locatif long terme. Passons à la suite pour te montrer l'exemple de cet impact, en tout cas au niveau de l'abattement. Imaginons, tu achètes un bien en 2010 pour 250 000 euros, tu souhaites le revendre au bout de 15 ans, donc pour 310 000 euros. J'ai pris l'exemple des amortissements d'à peu près 9 000 euros par an pour un bien de 250 000 euros. En règle générale, ça va être à peu près ça. Donc, tu auras amorti ce bien pendant 15 ans, fois 9 000 euros, donc à hauteur de 135 000 euros en totalité. Ta plus-value est donc ton prix de vente, 310 000 euros, moins ton prix d'achat, 250 000 euros, auquel tu vas majorer ton prix d'achat. Donc, pour rappel, tu as 7,5% de frais de notaire, frais d'acquisition et 15% de travaux, si on se base sur notamment les forfaits que sont proposés par l'administration fiscale. Donc du coup, ton prix d'achat va être gonflé de 22,5% au total. Par contre, à ta plus-value, on va devoir rajouter les 135 000 euros d'amortissement que tu as pratiqué. Qu'au final, ta plus-value, elle est de 138 750 euros. Quels abattements tu peux bénéficier au bout de 15 ans? Donc, pour revenir à la diapositive avant, on a détenu notre bien donc 15 ans. Donc, tu vas te situer donc, sur la ligne 15 ans, donc 60% d'abattement d'impôt sur le revenu et 16,5% d'abattement pour les prélèvements sociaux. Ce qui fait que ton imposition effective est de 22%, tandis que si tu n'avais gardé que ton bien entre 0 et 5 ans, tu aurais été à 36,2%. Donc quand même, tu vois, tu fais quand même baisser de plus de 14 points la note fiscale, donc c'est quand même une sacrée économie du fait de la détention de ce bien-là pour cette durée de 15 ans. Donc quand même, tu peux te retrouver avec une imposition qui est plus faible. Malgré tout, tu vas voir quand même, la note est quand même assez salée dans ce cas-là, parce que tu as quand même amorti le bien quand même sur 15 ans aussi. Donc, ton impôt, 138 750 euros de plus-value, auxquels sont mis un abattement de 60%, donc tu n'es imposé que sur 40% de cette valeur-là. Tu multiplies par le taux d'imposition de 19%, ton impôt sur le revenu est de 10 545 euros. Pour les prélèvements sociaux, l'abattement n'est que de 16,5%, donc tu es imposé à hauteur environ de 83,5%, auquel
bah, tu appliques les 17,2% de prélèvements sociaux, tu te retrouves avec 19 927 € de prélèvements sociaux. Ce qui fait qu'au total, ton imposition, elle va être de 30 472 €, auquel va s'ajouter la fameuse surtaxe dont je t'ai parlé tout à l'heure, parce que ta plus-value est supérieure à 50 000 €. Prenons l'exemple, cette fois-ci, pareil, un bien acheté à 250 000, cette fois-ci en 2005, tu le revends toujours en 2025, toujours au même prix. J'ai voulu garder le même prix, même si en règle générale, la valeur du bien est censée augmenter. J'avais pris une augmentation d'environ 1,6% pour rester quand même assez soft sur l'augmentation du prix immobilier, mais pour rester réaliste donc par rapport à la situation. Là, je suis resté sur le même prix de vente pour te montrer l'impact, en tout cas, du fait de détenir ton bien un peu plus longtemps, ce que ça va donc engendrer en termes de résultats sur ta fiscalité. Tu amortis donc 9 000 € par an, non pas sur 15 ans, mais sur 20 ans cette fois-ci. Donc là, ça fait 180 000 € d'amortissement. 310 000, voilà le calcul, ça donne donc 183 750 € de plus-value cette fois-ci. Donc c'est quand même un peu plus élevé parce que tu as amorti ton bien sur 5 ans de plus, donc ce qui fait quand même gonfler la plus-value. Mais là par contre, au niveau de la détention du bien, vu que tu es sur 20 ans, là tu vas avoir 90% d'abattement sur ton impôt sur le revenu et tu vas avoir 24,75% sur tes prélèvements sociaux. Ce qui fait que en totalité, au lieu d'avoir donc environ une somme qui a dépassé les 30 472 € donc d'imposition sur 15 ans, là tu n'es plus que sur 27 274 €. Donc quand même tu fais baisser quand même la note de près plus de 3 000 € parce que tu as détenu ton bien de plus de 5 ans. Sachant que plus tu vas dépasser, tu vas te rapprocher des 22 ans, mais du coup tu n'auras plus d'imposition sur l'impôt sur le revenu. Et si tu le détiens 30 ans, donc 10 ans de plus, là, pour le coup, tu n'auras pas d'impôt sur la plus-value en totalité. Donc là, tu vas économiser encore plus. C'est démultiplié une fois que tu commences à dépasser les 22 ans parce que tu n'as plus que les prélèvements sociaux à payer. Et comme je t'ai dit, tu vas amortir ton bien en règle générale moins longtemps. Là, j'avais gardé 9 000 € par an, mais en règle générale, au bout de 15 ans, comme je t'ai dit, on va être sur des annuités qui vont être beaucoup plus faibles au niveau des amortissements, ce qui fait que la plus-value, notamment dans mon exemple, devrait être normalement plus faible. Et donc, du coup, ton imposition aussi plus faible. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le micro donc sera de moins en moins accessible, effectivement, donc on est sur des seuils qui sont beaucoup plus faibles, et en plus il est de moins en moins intéressant, déjà qu'il ne l'était pour moi en tout cas pas si intéressant que ça, parce que vis-à-vis du régime réel qui est beaucoup plus intéressant grâce à ce système d'amortissement, donc moins accessible parce qu'il y a les seuils plus bas, moins intéressant parce que les abattements sont moins élevés, sauf dans le cadre d'une location longue durée. Donc le LMNP au réel, durant l'exploitation, lui reste toujours très intéressant parce qu'il n'y a pas de changement. Tu as toujours ce système d'amortissement qui te fait baisser la note fiscale et donc tu payes moins d'impôts pendant la vie de ton LMNP, en tout cas sur au moins les 15 premières années, dans le sens où ton amortissement reste quand même assez élevé. Après, ça dépend de la typologie de ton bien, ça dépend si tu as beaucoup de travaux à côté, ou au contraire si tu as un appartement qui est très rentable, ou que tu as acheté à un prix assez faible, donc du coup tu as très peu d'amortissement. Mais bon, en règle générale, si tu achètes un bien à un prix de marché qui est aux alentours du prix de marché, bah, tu vas te retrouver avec des amortissements qui restent quand même assez élevés. Et si tu le loues pas à un prix indécent et que tu loues à un prix normal de marché pareil, bah, normalement tu es censé quand même te retrouver avec une assiette fiscale qui est proche de zéro pendant la vie d'exploitation de ton bien. En troisième point, ce qu'on a vu, bah, forcément, certes, pendant la durée d'exploitation, c'est intéressant. Par contre, à la revente, on prend une sacrée claque parce que notamment, il y a le fameux amortissement qu'on a pratiqué tout au long de ces années qui viennent se rajouter à la plus-value et donc fait gonfler la note fiscale. Donc, certes, à la revente, ça devient moins intéressant, sauf si tu détiens ton bien assez longtemps, comme on vient de le voir, grâce à la détention longue, ce qui te permet justement d'avoir des abattements pour durée de détention et de baisser cette note fiscale et d'atténuer, en tout cas, le coût de massue de la loi de finances. Et autre point, et ça je ne l'ai pas évoqué, effectivement, sauf si ton bien est ce qu'on appelle une résidence de service. Résidence de service senior notamment, étudiant, parce que ces résidences-là ne sont pas concernées par la réforme du LMNP, et donc il n'y a pas une réintégration de l'amortissement, on reste sur l'ancien régime, donc du coup prix de vente moins prix d'achat, ce qui fait que tu as les avantages à la fois du LMNP durant l'exploitation et également l'ancien régime du LMNP qui est favorable notamment au niveau de la revente. À atténuer par contre par ces
résidences de service qui sont en règle générale moins rentables pendant la durée de vie d'exploitation pour la simple et bonne raison qu'une résidence qui est proposée par des entreprises tierces. En règle générale, tu vas louer ton bien en fait à un prestataire de service qui lui ensuite va le mettre à disposition avec tout un panel de services à côté, notamment pour les seniors via des chambres d'EHPAD par exemple, ou des résidences étudiantes avec des services notamment liés à ces résidences-là. Mais donc du coup, qui dit tiers dit forcément prestation, et qui dit prestation dit forcément payer cette prestation-là, donc moins de rentabilité durant la vie de ce bien-là. Mais si tu trouves en fait un bien qui est quand même rentable, si tu fais ton étude et qu'il est rentable et rentre dans cette catégorie-là, ben, sache que quand même tu peux te retrouver avec donc un avantage fiscal pendant la durée d'exploitation, mais aussi à la revente. Donc c'est quand même assez avantageux de se pencher sur le sujet. Voilà tout ce qu'il fallait retenir donc au niveau de la fiscalité, en tout cas d'exploitation et revente. Maintenant, on va s'attarder sur la TVA. Effectivement, LMNP et TVA peuvent être deux notions qui peuvent être liées. Donc faire attention, je vais te montrer dans quel cas tu peux être concerné par la TVA sur le LMNP. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est déjà si tu proposes oui ou non de la courte durée. Si tu proposes de la longue durée, tu n'es pas concerné par la TVA. Là, ça va vraiment être les locations courte durée qui sont visées. Pourquoi? Parce que si tu proposes les conditions suivantes que tu vois sur le diaporama, tu peux être considéré comme un établissement para-hôtelier. Donc, para-hôtelier, tu proposes des prestations, et si tu remplis 3 des 4 conditions suivantes que je vais te citer, ben là, tu rentres dans le champ de la TVA, et donc tu vas potentiellement facturer la TVA à tes clients, à tes locataires. Commençons par le petit déjeuner, parce que là, il n'y a pas spécialement de changement depuis la loi de finances. En gros, si tu ne commercialises pas la prestation du petit déjeuner au sein de ton établissement, tu es exempté au niveau de cette condition-là, tu ne la valides pas. Le fait de conseiller une adresse pour aller manger à droite à gauche ne constitue pas une condition valable pour valider en tout cas cette condition-là. Donc là, il faut vraiment que tu commercialises la prestation. Donc si tu ne la commercialises pas, tout va bien. Au niveau du ménage et du linge, donc ça va un peu ensemble parce que là, ce qui se passait avant la loi de finances, c'est que tu avais les séjours. Si tu ne proposais pas donc le ménage et le linge pendant le séjour, tu étais exempté, en tout cas, tu ne validais pas ces conditions-là non plus. Donc si tu ne proposais pas le petit déjeuner et que tu proposais uniquement le ménage et le linge avant, mais pas pendant le séjour, tu n'étais pas considéré comme un établissement par-hôtelier. Cependant, le changement, il a eu lieu non pas pendant la loi de finances, mais pendant une interprétation de l'administration fiscale durant l'été 2024. Si tu proposes le ménage et le linge sur des séjours courts, donc des séjours qui sont inférieurs à une semaine, et bien dans ce cas-là, tu valides la condition du ménage et du linge. Ça va concerner la plupart des personnes qui proposent des locations courte durée, parce qu'en général, le ménage et le linge est prêt pour les locataires qui arrivent. Donc ça, c'est pour les séjours courts. Pour les séjours dits longs, donc supérieurs à une semaine, si tu ne proposes pas ces prestations pendant le séjour, tu ne valides pas la condition. Ensuite, tu as l'accueil personnalisé, parce que là aussi, il y a un petit changement. Avant, l'accueil qui n'était pas physique, c'est-à-dire que tu n'avais pas de contact physique donc avec ton locataire, mais que tu proposais une boîte à clés, ben, c'était considéré comme un accueil personnalisé. C'est un peu un paradoxe, mais pour le coup, oui, tu validais cette condition-là. Maintenant, ce qu'il faut retenir depuis donc l'interprétation de l'administration fiscale, non pas là à l'été 2024, mais sur 2025, c'est que la boîte à clés ne suffit plus justement pour valider la condition de l'accueil personnalisé. Il faut vraiment que ça soit accompagné par un contact physique et vraiment un accueil auprès de tes locataires pour valider la condition. Ce que tu dois retenir à travers ces modifications-là, c'est que si tu fais un accueil personnalisé ou non, par exemple si tu mets juste une boîte à clés et que tu ne les accueilles pas physiquement et que tu ne fournis pas le petit déjeuner, ben, tu n'es pas considéré comme être para-hôtelier parce que tu ne valides pas 3 des 4 conditions. Parce que déjà, tu ne valides pas la condition du petit déjeuner et tu ne valides pas la condition de l'accueil personnalisé. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est surtout ça. C'est pas de petit déj et pas juste une boîte à clés. En fait, ça suffit pour sortir de la TVA dans le cadre d'une activité LMNP courte durée. Sinon, autre échappatoire pour ne pas être soumis à TVA, c'est le régime de la franchise. Mais imaginons que tu valides 3 des 4 conditions, ou même les 4 conditions, et que tu es considéré comme para-hôtelier. Tu as encore une porte de sortie, ça s'appelle la franchise de TVA. En effet, si tu valides donc les 3 des 4 conditions, les 4 sur 4, tu vas devoir choisir un régime de TVA.
tu vas avoir le choix entre un régime annuel, un régime mensuel, un régime trimestriel, et tu as un quatrième choix, c'est le choix de la franchise en base. Ce régime-là permet de t'exonérer de TVA, notamment si tu ne dépasses pas un certain chiffre d'affaires. Faire attention, le seuil, et là ça aussi c'est l'autre mesure qui a fait couler beaucoup d'encre pendant la loi de finances, c'est que ce seuil avant était à hauteur de 85 000 euros, maintenant il n'est plus qu'à hauteur de 25 000 euros. Donc du moment où tu fais moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires, même si tu valides 3 ou 4 conditions, en fait tu n'as pas à facturer de TVA sur les prestations que tu proposes. Donc tu es exempté de facturation de TVA, exempté de déclaration de TVA et donc de paiement de TVA grâce à ce régime-là. Fais bien attention parce que si tu dépasses ne serait-ce que de 1 euro ce régime-là, l'année d'après, en fait, tu dois basculer à la TVA. Tu as aussi un seuil majoré qui est fixé à 27 500. Donc, si tu dépasses 27 500 pendant l'année, eh ben, tu passes automatiquement à la TVA à la date du jour du dépassement. Donc aussi, ça, c'est à suivre. Il faut faire attention parce que ça peut créer beaucoup de déconvenues en fin d'année parce qu'on n'a pas suivi son chiffre d'affaires. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ce niveau-là, de limiter vraiment les recettes à 25 000 euros si tu ne veux pas être à la TVA. Attaquons la dernière partie, donc les divers changements à prendre en compte. Premier changement, et pas des moindres, encore une petite mauvaise nouvelle, c'est la fin de la réduction pour frais de comptabilité. Avant, lorsque tu avais l'adhésion auprès d'un centre de gestion agréé, qui est un centre agréé par l'État, c'était pour justement inciter donc les entrepreneurs à faire vérifier leur comptabilité par ces centres-là qui étaient des centres liés à l'administration fiscale pour des vérifications, des audits. Ben, tu avais le droit donc, en contrepartie, à une réduction d'impôts pour frais de comptabilité. Malheureusement, en 2025, c'est fini. Donc, si tu n'as pas spécialement d'intérêt à souscrire un CGA pour X ou Y raison, que tu ne suis pas leur formation, ben, dans ce cas-là, tu n'as pas spécialement d'intérêt à payer l'adhésion à un CGA. Si par contre, tu souhaites bénéficier de leurs services parce qu'ils ont des programmes de formation qui sont vachement intéressants, mais tu peux toujours payer l'adhésion, mais malheureusement, tu n'auras plus cette réduction d'impôt. Second changement, là, on parle plutôt de normes énergétiques avec les DPE, qui sont des classements énergétiques des logements. Maintenant, tous les logements avec un DPE classé G sont interdits, c'est-à-dire que tu ne pourras plus mettre en location donc, ces logements-là sans avoir fait donc, de rénovation énergétique pouvant faire évoluer le DPE sur une note plus favorable. Et je t'ai mis les dates suivantes à retenir. Donc, G, c'est interdit à partir de 2025, F en 2028 et E en 2034. Donc, faire bien attention que les logements que tu as actuellement ou que tu veux investir dans certains logements, fais bien attention à demander un DPE à jour pour vraiment identifier si tu es concerné et ou non, parce que ça peut modifier totalement ta rentabilité si tu dois investir énormément en termes de travaux pour rénover ton bien. Le troisième point, c'est aussi lié au niveau donc, des normes énergétiques avec un DPE classé F interdit, là pour uniquement les locations touristiques en zone tendue. Donc là, ça va concerner qu'un certain type de location courte durée, donc pas longue durée, vraiment courte durée, dans des zones qui sont bien spécifiques où justement le marché de l'immobilier est vraiment en tension. Là, pour le coup, le DPE, c'est pas G qui est interdit, c'est F. Donc vraiment faire attention si tu es dans ces zones-là également. Quatrième réglementation, c'est notamment les réglementations des locations touristiques qui sont durcies selon les communes. Effectivement, avant, lorsque tu proposais par exemple ta résidence principale à des séjours courte durée, tu pouvais avoir des limitations de ta commune qui étaient à 120 jours par an maximum, mais sache que maintenant c'est passé à 90 jours par an pour la plupart, ou en tout cas pour certaines communes, et ça c'est selon les communes en tout cas qui fixent la règle un peu comme elles veulent, mais sache qu'elles peuvent réduire jusqu'à 90 jours la durée de ta location courte durée de ta résidence principale. Autre mesure au niveau des communes, c'est les zones réservées aux résidences principales. Il est possible que dans certaines communes, tu ne puisses pas investir dans une maison secondaire. Ça, c'est à prendre en compte aussi en fonction de la localisation que tu veux faire de ton investissement locatif, parce qu'il y a certaines municipalités qui interdisent tout simplement l'investissement dans une résidence secondaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, notamment si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu cherches un cabinet d'expertise comptable, tu as nos coordonnées juste devant toi, tu peux nous contacter, on se fera un plaisir également de t'accompagner dans ton investissement locatif, peu importe la forme juridique. Je te dis à très vite sur la rubrique. Ciao.